Nous sommes ici au Château des Graviers, à Arsac, dans la zone d'appellation d'origine Margaux, dans la propriété de la famille Dufour-Landry. Christophe, qui nous reçoit, appartient à la quatrième génération de viticulteurs. Il a la particularité de mener son vignoble dans une technique particulière qu'on appelle la biodynamie, et on va lui demander de nous expliquer en quoi ça consiste. Donc en fait, c'est le respect du vivant dans son ensemble, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir modifier des équilibres quand il y a un agresseur, milieu ou autre, on va plutôt être dans le schéma de résistance de la plante. Et pour ce faire, on va utiliser pas mal de plantes comme la fougère, comme la prêle, comme l'osier, qu'on appelle maintenant des stimulateurs de défense naturelle, qui vont renforcer la plante et l'aider à lutter contre son agresseur. Vous les utilisez sous quelle forme? Essentiellement sous forme de tisane, pour en gros 100 grammes, entre 100 grammes en sec et 1 kg en frais de plantes dans 10 litres d'eau qui après seront épandus sur le vignoble. Et tu peux nous donner un exemple d'utilisation d'une plante spécifique pour un problème ou une maladie spécifique de la vigne? Mais là, par exemple, à la période où nous sommes, on va utiliser pas mal de thym pour son côté fongique, pour son côté que l'on va utiliser sur les plis de taille. Et là, comme on va être en début de saison au niveau des sporulations du milieu, on va aussi utiliser le thym pour son côté de lutte anti-milieu. Et alors, dans la conduite traditionnelle ou ancienne des vignobles, ils utilisaient quoi à la place du thym? Alors, pendant longtemps, ce que l'on faisait, c'est qu'on se contentait de lutter donc contre l'agresseur. Donc, par exemple, on commençait les traitements plutôt fin avril, début mai, quand le végétal avait une croissance déjà assez importante, pour protéger ce végétal. Alors que là, dans notre fonctionnement, on ne va pas attendre de protéger notre végétal, on va anticiper en venant lutter contre les spores du milieu avant même que la vigne soit en croissance. Et autrefois, quels produits chimiques ils utilisaient pour lutter contre le mildiou? Alors, dans un temps pas si ancien, puisque quand on parle d'autrefois, il y a eu une époque où le seul produit qu'ils avaient, c'était la bouillie bordelaise, avec le cuivre, voilà. Puis après, l'époque de la chimie est arrivée, et là, il y avait une multitude de produits chimiques qui étaient, mais dans le but d'anéantir complètement la maladie, quoi. Alors, est-ce que tu as banni totalement les produits chimiques dans les traitements de ta vigne? Oui. Totalement? Oui. Même pas la bouillie bordelaise? Alors, la bouillie bordelaise, on l'utilise encore, oui. Mais là aussi, on va se servir de plantes en parallèle pour diminuer les doses. C'est-à-dire que, par exemple, la bouillie bordelaise, son problème, c'est puisque c'est un produit qui va protéger qu'en contact. Donc, chaque fois que la plante va avoir une croissance, eh bien, tout le végétal qui va être créé dans cette croissance ne va pas être protégé. Donc, l'idée, ça va être de passer avec des petites doses, mais très régulièrement, c'est-à-dire 100 grammes par hectare, très régulièrement, pour venir à chaque fois couvrir et protéger les organes qui viennent de naître. Et le cuivre, son problème, c'est d'être scotché sur la plante. Donc, comme il n'est pas adhérent, chaque pluie va lessiver le cuivre et on va devoir, avant une pluie programmée, réintervenir. Donc ça, pour augmenter l'adhérence du cuivre, on va utiliser du petit lait. Donc le petit lait, c'est un sous-produit de la fabrication du fromage que je récupère à Blanquefort chez un voisin. Et on va utiliser ce produit, enfin le petit lait, pour scotcher le cuivre sur les feuilles de la vigne. Et donc après, on va avoir une résistance entre 20 et 25 mm de précipitation. Oui. Oui, autrement dit, tu utilises au maximum
des produits naturels à partir de tisane ou de décoction, Oui, et éventuellement de la bouillie bordelaise, mais avec la précaution de pouvoir lui ajouter un fixateur. Et je crois aussi que tu as adapté sur tes tracteurs des récupérateurs, parce que quand on vaporise du sulfate sur la vigne, il y en a la moitié qui finit sur le sol. Tout ça, c'est très bien. Je crois qu'il y a une autre particularité aussi au Château des Graviers, c'est que tu cultives l'ensemble des cépages autorisés dans le Bordelais, dans les vins de Bordeaux. dans le cahier des charges de l'appellation Margaux, on a droit à utiliser 6 cépages, Oui, qui sont qui sont donc par ordre décroissant du Cabernet Sauvignon, du Merlot, du Cabernet Franc, du Malbec, du Carmenère et du Petit Verdot. Et ces 6 cépages, tu les as plantés en quelle quantité sur ta propriété? Alors ça va de donc 40%, un peu plus, 42% pour le Cabernet Sauvignon, jusqu'à 2% pour le Carmenère. Très bien. Et je crois que tu les vinifies chacun de façon particulière, et donc peut-être que l'on pourrait aller voir dans le chai de quelle façon tu procèdes pour vinifier ces différents cépages que tu transformes séparément. Eh bien allons-y. Ok. On est ici dans le cuvier avec de grandes cuves en inox. Est-ce que ce sont dans ces cuves que tu rentres tes divers cépages pour les faire fermenter? Oui, là, toutes les fermentations des raisins se font dans ce cuvier, dans les cuves en inox. Simplement, chaque taille de cuve et modèle de cuve a été pensé pour répondre aux particularités fermentaires d'un cépage. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre la vendange, c'est une vendange qui va fermenter spontanément, puisque en biodynamie, on utilise les levures indigènes, donc les levures qui sont au vignoble. Pas de levure externe? Commerciales, non. On n'utilise que ces levures-là. Et on ne va pas sulfiter, on va simplement mettre des graines de raisin dans la cuve. Et par contre, par exemple, pour les cabernets francs, ça va être des fermentations carboniques, c'est-à-dire que on va chercher à ce que les graines de raisin gardent leur intégrité et que la fermentation se fasse dans le grain de raisin. Ça va permettre d'amplifier les arômes floraux que peuvent apporter ce cépage-là. Par exemple, les petits verres d'eau, eux, vont être faits avec essentiellement des pigeages. Et du coup, on va plutôt aller chercher des côtés de poivre blanc, donc d'épices. Voilà. Le pigeage, c'est qu'on repousse les graines avec un bâton. On immerge les graines dans leur propre jus avec un bâton. Alors que pour les merlots et pour les cabernets sauvignons, on va prendre le jus et avec une pompe, on va le remonter sur le marc pour extraire la couleur et les tanins. Lorsque les fermentations sont terminées, qu'est-ce que tu fais de ces différents cépages? Dans quel conteneur les mets-tu? Est-ce que c'est tout dans les mêmes conteneurs ou des conteneurs différents? Alors, là, le changement que j'ai apporté, c'est que pendant très longtemps, on appelle ça les écoulages, quand on sort le jus des cuves, on le mettait directement dans des tonneaux. La répercussion derrière, c'était qu'il fallait tous les 3 mois venir faire des soutirages pour enlever les dépôts qui se par décantation qui se précipitaient. Et ça, je me suis aperçu que on a mené de l'oxygène, donc on rentrait dans un cercle qui était plutôt négatif pour le vin. Donc pour pallier à ça, on a créé un nouveau petit cuvier où entre la période des écoulages et la période de l'entonnage, on va venir mettre le vin dans ces cuves en béton qui sont donc c'est très à l'horizontale. Je crois que le mieux c'est qu'on aille les voir peut-être ces cuves. Entendu. Et que tu nous expliques à quoi elles servent chacune en fonction de leur forme et de leur contenance. D'accord. Donc là où nous étions tout à l'heure, dans le chai
vinification et pour les fermentations, si on regarde, on n'avait que des contenants qui étaient hauts, donc verticaux. Là, on est passé sur le côté horizontal, c'est-à-dire que le volume, on va chercher à ce que le vin soit sur un volume le plus plat possible pour justement que tous les éléments qui sont en suspension puissent se précipiter au fond de la cuve. Donc, l'idée, c'est de venir quand la pression atmosphérique est très importante, puisqu'elle va nous aider à plaquer ces sédiments au fond du contenant. Si, par exemple, vous venez sur le même vin, prélever un échantillon dans une période où on a une faible pression atmosphérique, eh bien, on aura des turbidités jusqu'à ce robinet. Alors que en utilisant la pression atmosphérique, vous avez jusqu'à ce niveau du vin clair. Et ça va nous permettre de mettre ce volume de vin en barrique et derrière de ne pas avoir besoin de soutirer pendant une année les vins qui auront été placés dans les tonneaux. Et on se contentera d'intervenir, nous, pour clarifier, ça équivaut à peu près 2%, le fond de chaque cuve que lui on va filtrer. Ces cuves, avec leur forme polygonale, à quoi elles te servent? Alors, comme rien n'est jamais simple dans la vie, ces cuves, elles sont là pour vraiment l'opposé des cuves que nous avons vues tout à l'heure qui servaient à clarifier. C'est-à-dire que quand on a évoqué que chaque cépage était vinifié séparément, sur les petits verres d'eau et sur les malbecs, on a besoin, derrière les fermentations, d'une phase où les lies vont rester en contact avec le vin et donc l'alcool pour libérer du gras. Et ces cuves, à l'intérieur, ont une forme ovoïde, et donc ça va permettre des convections qui vont maintenir ces lies en suspension et, comme je l'ai évoqué, libérer le gras qui est contenu dans ces lies. Bon, on est là dans le chai de vieillissement, avec tout un tas de contenants qui ont certainement chacun une utilisation spécifique que tu utilises pour tel ou tel cépage. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? En commençant par exemple par cette grande cuve bois qui est ici, qui trône au milieu du chai. Alors, chaque cépage donc, est vinifié séparément et élevé pendant une année séparément aussi. Donc, la diversité de ces contenants, c'est fait pour répondre aux caractéristiques du vin de chaque cépage. Par exemple, donc la cuve bois, c'est parce que les vinifications que l'on fait sur les Cabernet Francs en fermentation carbonique font que c'est un vin qui est très peu tannique. Et donc, si on le mettait dans des 225 litres, au bout de 3 mois, le bois marquerait trop le vin et tout ce qui a été élaboré pendant les vinifications disparaîtrait. Donc, pour empêcher ça, c'est un gros contenant en bois, puisque cette cuve, elle fait 2600 litres, qui a été choisi et qui, du coup, va limiter l'oxygénation et va limiter l'empreinte du bois dans l'élevage. Ce contenant, donc, qui est en terre cuite, cette amphore, elle va avoir deux utilités. Elle va avoir une utilité pendant les vendanges pour faire fermenter le carménère, et ensuite, après les fermentations, elle va être destinée à l'élevage des malbecs, comme ces gros contenants de 600 litres. Là, l'idée, c'est de privilégier le fruit du malbec, de garder la fraîcheur et l'explosif du fruit, là encore sans que ça soit dénaturé par un élevage dans des barriques de 225 litres. Et derrière nous, on a des barriques là de 400 litres. Oui. Là-dedans, qu'est-ce que tu mets? Alors, ces barriques, elles vont être faites pour l'élevage principalement des merlots et du reste de malbec qui peut être hors de ces contenants. D'accord. Et dans le chai à barriques, alternent entre les barriques
des contenants en terre cuite. Qu'est-ce que tu mets dans les barriques? Qu'est-ce que tu mets dans cette terre cuite? Alors, dans les barriques type bordelaise 225 litres, comme on voit là, ça va être les Cabernet Sauvignon. Et par contre, les petits verres d'eau, pendant les 6 premiers mois d'élevage, eux, ils vont être dans les jarres en terre cuite de 170 litres. Parce que comme ces jarres vont avoir 3 fois plus de micro-oxygénation qu'une barrique, et bien cette micro-oxygénation va être favorable à l'assouplissement des tanins du petit verre d'eau. Donc ça va éviter que la rusticité qu'il peut y avoir des fois dans les petits verres d'eau soit trop présente ou renforcée par le bois. Donc tous ces cépages séparés restent là environ 1 an, chacun dans son conteneur. Voilà, ils sont pendant une année élevés séparément, et au bout d'une année, on va faire un assemblage de ces cépages, et en fonction de l'harmonie de cet assemblage, eh bien, on va relancer une deuxième année dans des contenants là aussi qu'on aura choisi pour la deuxième année d'élevage. Et est-ce que selon les contenants dans lesquels le vin a fait sa deuxième année d'élevage, il en ressort différents vins? Oui. En fait, quand on parle beaucoup d'élevage, mon boulot, ça a été quoi? Ça a été que, il y a ne serait-ce que 15 ans, le vin que je produisais, il fallait absolument attendre entre 5 et 6 ans pour commencer à ouvrir une bouteille et qu'il soit fondu. Alors que là, dans la deuxième année d'élevage, le vin qui est passé dans la barrique va passer dans la terre cuite, et l'effet de la terre cuite va être de polir les tanins du bois, et donc permettre à ce vin d'être accessible plus jeune, et de garder toutes les qualités de vieillissement quand même. Est-ce qu'après le vieillissement de la deuxième année, tu refais un deuxième assemblage final pour sortir la bouteille du Château Gravier? Alors, je fais deux assemblages, puisqu'il y a 2 cuvées. Il y a le Château des Graviers, qui représente à peu près entre 30 et 40 000 bouteilles. Et il y a une petite cuvée qui s'appelle le Quintessence, qui, elle, est faite justement en sélectionnant par des dégustations régulières des contenants. Et je fais un assemblage en deuxième année pour ce vin spécifique qu'est le Quintessence. Quintessence du Château des Graviers, c'est le premier vin du Château des Graviers. En fait, l'idée, c'est surtout de sortir des assemblages qu'on connaît. C'est-à-dire que dans le Quintessence, il peut très bien y avoir 30% de petits verres d'eau, ce qu'il n'y aura jamais dans le Gravier. Donc c'est surtout de prendre chaque cépage dans des millésimes où ils ont été exceptionnels et de les mettre à proportion complètement inhabituelle dans la bouteille, quoi.